Nous allons passer donc à la deuxième présentation qui est celle du professeur donc, Fischer, monsieur professeur Fischer, donc immunologiste à l'hôpital Necker, qui est coordinateur du centre de référence sur les déficits immunitaires héréditaires, membre fondateur de l'Institut des maladies génétiques Imagine et titulaire aussi donc, de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France donc, depuis 2014. C'est bien difficile effectivement de présenter un parcours comme le sien. Donc nous avons le plaisir de l'accueillir lors de notre journée nationale pour nous parler de la recherche. Voilà, on aimerait savoir un petit peu où on en est. Que va-t-elle peut-être changer pour la prise en charge de nos déficits immunitaires? Merci, professeur. Bonjour et merci beaucoup de cette introduction. Donc je vais essayer de tracer, évidemment ça sera un peu superficiel, mais un certain nombre d'éléments que je vais discuter vont être repris par d'autres personnes qui interviendront dans la journée. Donc rassurez-vous si vous vous sentez frustré du fait que j'aille trop vite. En plus je parle vite, donc ça va pas aider. Mais bon, je vais essayer d'évoquer un certain nombre de sujets concernant les déficits immunitaires. L'actualité de la recherche est riche. Évidemment, les questions sont très nombreuses. Elles sont... c'est bon, ça passe. Illustrées ici, il y en a bien d'autres qui pourraient être mentionnées, mais ce sont celles que je vais évoquer, disons, concernant la clinique, parce qu'il reste des choses à dire à propos de la clinique, sur les manifestations cliniques, que ce que provoque un déficit immunitaire, et aussi, vous pouvez lire les différents points que je vais évoquer, donc qui sont assez vastes concernant les déficits immunitaires. La clinique, vous savez tous, bien naturellement, puisque c'est à la base de la découverte progressive de ces maladies, c'est qu'elles sont source de risques d'infection, parfois pour les maladies les plus graves d'infection de tous ordres, avec toutes sortes de microbes, des bactéries, des virus, etc. Mais dans certaines maladies, des infections en fait qui sont un risque infectieux plus exactement, qui est restreint à, par exemple, un seul microbe. Nous connaissons des maladies de ce type où il n'existe qu'un risque qu'à l'égard du virus d'Epstein-Barr, le virus de la mononucléose infectieuse, ou bien qu'à l'égard des mycobactéries, dont le bacille de la tuberculose, par exemple. Donc il y a tout un spectre de risques qu'il est important de préciser maladie par maladie, dans une certaine mesure malade par malade, c'est en soi un sujet important. Et un sujet sans doute important à l'avenir, qui est difficile, mais qui est susceptible de faire progresser les connaissances, c'est l'interaction de nous tous, et donc des patients atteints de déficit immunitaire, avec les microbes qui nous entourent. Nous sommes en permanence porteurs de microbes sur notre peau, dans notre appareil digestif, un tout petit peu aussi au niveau de la gorge, normalement pas au niveau des bronches et des poumons. Et ces microbes qu'on appelle le microbiome, qui sont composés de toutes sortes de bactéries, en fait, mais aussi de virus différents, qui ne sont pas pathogènes, avec lesquels nous cohabitons en bonne intelligence, dont nous avons besoin pour toute une série de fonctions. Ces microbes peuvent devenir éventuellement dangereux, certains d'entre eux, dans le contexte d'un déficit immunitaire. Et c'est une notion qui n'est pas pour l'instant bien connue. On sait simplement, on a des idées de chiffres, mais juste pour vous donner l'ampleur quantitative de cette question, c'est que nous avons plus de microbes dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Okay. Un collègue microbiologiste dit souvent, nous sommes les parasites de nos microbes, et ce ne sont pas les microbes qui sont les parasites de nous. Il faut garder ça en tête. Et il y a beaucoup de sujets de recherche actuels qui dépassent les déficits immunitaires, mais qui concernent les déficits immunitaires, j'espère de plus en plus, qui consistent à étudier le plus finement possible les microbes, en particulier les bactéries, mais peut-être aussi les virus à l'avenir, qui vivent avec nous, notamment dans l'intestin. On peut le faire en étudiant les selles, donc ce n'est pas invasif. Et probablement, petit à petit, en étudiant la quantité et la qualité, donc le type de microbes que l'on trouve chez des individus qui n'ont pas de déficit immunitaire comparé à des individus qui ont tel ou tel type de déficit immunitaire, on acquérera des informations utiles à la prise en charge de vos maladies. Je l'espère, même si on n'a pas évidemment a priori encore d'informations sur ce sur quoi ça débouchera. On sait déjà, hors déficit immunitaire, que des perturbations de ce microbiome, comme on l'appelle aujourd'hui, peuvent être associées à certains types d'infections, bien naturellement, à des maladies inflammatoires de l'intestin, ça c'est parfaitement connu. Or, les maladies inflammatoires de l'intestin existent dans le domaine des déficits immunitaires, mais aussi à certains types de diabète, par exemple. Donc, bref, c'est un nouveau champ de la médecine, d'une certaine façon, et qui s'applique tout particulièrement aux déficits immunitaires. Un autre domaine est celui des manifestations non infectieuses des déficits immunitaires, l'auto-immunité, l'inflammation et aussi l'allergie. Au sein du CEREDI, nous avons mené une enquête
à partir d'une partie des patients qui sont dans le registre. Vous pouvez lire sur plus de 2000 patients. Et nous avons, je dirais, redécouvert, parce que c'est une notion qui est connue, mais sans être précise, qui n'était pas précise jusque-là, que les manifestations auto-immunes sont malheureusement assez fréquentes. Vous pouvez lire qu'un peu plus d'un quart des patients qui ont un déficit immunitaire ont développé au moins une maladie auto-immune ou inflammatoire. Et vous pouvez lire qu'environ 1 sur 5 ont une maladie allergique et que 5% des malades ont à la fois une maladie allergique et une manifestation auto-immune. Donc c'est pour nous, médecins et les soignants en général, et donc forcément pour les patients eux-mêmes, c'est une situation qu'il faut examiner attentivement, tant sur le plan diagnostic, ça peut parfois être difficile d'arriver du concept d'une maladie auto-immune au diagnostic de déficit immunitaire. Il y a une forme de paradoxe physiopathologique parce que c'est d'une certaine façon le système immunitaire qui fonctionne trop bien chez les patients qui ont une déficience, mais il y a des manières de l'expliquer. Ça pose des problèmes thérapeutiques et pronostiques. Il y a toutes sortes de maladies. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Toutes sortes de maladies auto-immunes. En fait, toutes les maladies auto-immunes connues peuvent être rencontrées au cours des déficits immunitaires, mais en particulier, vous avez ici un ordre décroissant de fréquence des différentes manifestations. En premier lieu, ce qui est observé, ce qu'on appelle les cytopénies, c'est-à-dire des atteintes auto-immunes des cellules du sang, des anémies hémolytiques auto-immunes, ou une baisse des plaquettes, une thrombopénie auto-immune, qui représente 31% des cas. Et puis vous pouvez lire ensuite des manifestations inflammatoires de l'intestin, j'en parlais il y a un instant, la peau, etc., etc., etc. Donc ça fait au total, vous pouvez lire, sur les 2000 malades ont eu 850 manifestations connues, chez 570 malades, donc ça veut dire que certains d'entre eux, ceux qui ont ces manifestations, ont plus qu'une manifestation. Et nous savons aujourd'hui que ce risque de survenue est présent à tous les âges de la vie. Évidemment, il varie en fonction du type de déficit immunitaire, donc je ne peux pas entrer dans les détails, et dans un cadre de discussion individuelle, c'est une discussion qui est importante, mais nous savons que le risque existe à tous les âges de la vie. Vous voyez ici, cette courbe montre en fonction de l'âge, en bas, vous avez de 0 à 80 ans, le risque d'avoir une maladie auto-immune, enfin la connaissance d'une maladie auto-immune, vous voyez que ça croît avec l'âge, et que, mettons, pour les malades qui ont 60 ans, ils ont un peu plus de 40% de risque d'avoir une maladie auto-immune. Donc c'est vraiment une considération sérieuse que nous connaissons approximativement, sur laquelle nous avons encore besoin de travailler pour affiner la prévention, si on le peut, et en tous les cas la thérapeutique de ces complications. Un autre aspect, donc je survole, donc je passe de sujet à sujet, c'est de savoir combien il y a de patients. C'est une notion importante parce que derrière le combien il y a de patients, c'est d'identifier tous les patients et faire en sorte que tous les patients qui vivent en France, évidemment ailleurs si possible aussi, mais en ce qui nous concerne, qui vivent en France, puissent disposer d'un bon traitement, autrement dit avoir un bon diagnostic d'abord et un bon traitement. Donc c'est ce que nous essayons de faire au sein du CEREDI, comme vous savez. Et actuellement, un peu plus de 6000 patients ont été enregistrés comme ayant un déficit immunitaire et vivant en France. Ce n'est pas un registre exhaustif. Vous avez ici la distribution à droite de la prévalence de ces déficits immunitaires en France. Vous voyez qu'il y a plus c'est sombre, plus c'est marron, plus la fréquence est élevée. Et il y a des zones qui sont moins, où il semble y avoir moins de malades. C'est peut-être vrai, mais ça signifie peut-être aussi qu'il y a un certain déficit de diagnostic, en tous les cas de diagnostic qui ont fait que les malades soient suivis dans ce qu'on appelle les centres de compétences. Donc en gros, dans les grandes villes universitaires de France, où il y a partout des médecins capables de prendre en charge des patients atteints de déficit immunitaire. Donc il y a des travaux en cours pour essayer d'affiner cela. Et on peut aussi, je vois que mon chiffre a à moitié disparu, mais essayer de faire une analyse à partir de ces données, par quelques modèles, essayer d'estimer l'incidence réelle des déficits immunitaires. Et aujourd'hui, on est dans l'idée, c'est une estimation, qu'il doit y avoir à peu près un enfant sur 3000 à la naissance qui naît avec un déficit immunitaire. Ce déficit immunitaire, il peut s'exprimer dans la première année de vie, à 10 ans, à 20 ans ou à 50 ans. Il faut bien garder en tête, vous le savez, que certains déficits immunitaires ne sont présents, ne s'expriment, ne provoquent des infections en particulier, qu'à l'âge adulte, ce sont les fameux déficits immunitaires comme invariables. Donc un travail d'affinage de ces données est en cours. Voilà, l'incidence estimée 1 sur 3000. Le diagnostic et l'importance de la génétique qui est en train de prendre une place vraiment forte. J'ai essayé de vous l'expliquer dans l'analyse. Il me manque un petit morceau là. Bon, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui a sauté, mais c'est pas très très grave. Le diagnostic et donc l'importance de la génétique. Donc pour ça, je me suis permis de faire un tout petit rappel de génétique. J'imagine que vous avez un niveau de connaissance de ces affaires variables. Certains vont connaître très bien ce que je dis là, mais je pense qu'il est bien de vous rappeler qu'au sein de nos cellules, il y a une cellule à gauche, un noyau, et dans le noyau est présent
sous forme de chromosomes toute l'information génétique, le fameux ADN. Et au sein de notre ADN, nous avons ce qu'on appelle des gènes, et les gènes contiennent des séquences composées de bases puriques et pyrimidiques qu'on abrège en ATCG. Il y a 4 lettres, et les combinaisons de 3 de ces 4 lettres constituent, entre guillemets, un mot qui permet ensuite de fabriquer un acide aminé en bas de la cellule, là, avec l'ADN est transformé en ARN messager, qui est une copie de l'ADN qui s'en va dans le cytoplasme. Et la traduction signifie que cet ARN messager est traduit en protéines. Donc le code génétique initial, ATCG, permet de définir la séquence de la protéine. Et donc, entre autres, les protéines du système immunitaire, les immunoglobulines, par exemple, et bien d'autres, naturellement. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons environ dans notre génome 22 000 gènes, qui ne constituent qu'une petite partie de notre génome, à peu près 2%. Le reste est impliqué dans la régulation de ces gènes. Et nous savons qu'aujourd'hui, approximativement, parmi ces 22 000 gènes, il y en a 2 000 qui sont associés au système immunitaire, dont les produits, les protéines, sont impliqués dans nos réponses immunitaires. Et parmi ces 2 000 gènes, nous savons aujourd'hui, c'est une courbe que Capucine Picard a tracée ici, les derniers chiffres, c'est qu'environ 320 de ces gènes, sur 2 000, pour l'instant, sont associés par des mutations, donc des anomalies des lettres, des erreurs de lettres, soit il manque une lettre, soit une lettre à la place d'une autre, soit il manque carrément des dizaines de lettres, voire des centaines de lettres, ce qu'on appelle les mutations des gènes, qui causent les déficits immunitaires héréditaires, comme les autres maladies héréditaires. Donc il y a 320 maladies de ce type qui sont connues. AR, ça veut dire autosomique récessive, donc de transmission autosomique récessive pour la plupart, parfois autosomique dominante, donc un seul allèle provenant d'un des 2 parents, ou bien par néomutation et provoque la maladie, ou quelques maladies également liées à l'X. Ce chiffre va aller croissant. Nous ne sommes pas au bout de la découverte des gènes, et c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde, de connaître toutes ces maladies. Combien, le jour où cette enquête sera terminée, combien il y aura de gènes mutés, nous ne le savons pas. Bien évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure, pour beaucoup de ces gènes, le nombre de malades est extrêmement faible. Il peut être de 1, 2, 3 dans le monde, mais même il est aussi important pour ces patients de découvrir les bases génétiques, et on va voir pourquoi dans une seconde. Tous ces progrès, en partie, sont liés au fait que la façon d'analyser notre génome, autrement dit le séquençage du code, composé des lettres ATCG, etc., a considérablement progressé au cours des 5-10 dernières années, avec des machines, vous en avez ici quelques-unes, mais il y en a d'autres, ce sont celles dont nous disposons à Necker, à l'Institut Imagine, permet très rapidement et à un coût de moins en moins onéreux de séquencer donc, le génome ou une partie du génome. Donc fondé sur ces développements technologiques qui ont vraiment révolutionné la génétique d'abord et la médecine ensuite, dont celle des déficits immunitaires, associé à d'autres progrès qui sont dans le domaine de la bioinformatique, parce que c'est bien d'avoir des séquences d'ADN, mais encore faut-il savoir les lire. Et pour les lire, il faut développer des outils, des logiciels assez puissants qui sont évoqués ici, mais c'est juste pour évoquer la notion. Je ne demande pas naturellement de lire ce qui est écrit dans cette diapositive. Nous avons besoin de ces analyses bioinformatiques pour arriver relativement rapidement à un résultat le plus sûr possible quant à l'identification de mutation d'un gène, donc à un diagnostic précis. Alors, à quoi ça sert tout ça Pardon, avant de vous dire à quoi ça sert, je veux dire comment les choses sont en train d'évoluer en termes de diagnostic génétique de ces maladies. L'approche telle qu'elle est encore, à vrai dire, aujourd'hui, j'ai mis hier pour être très positif, est de fonctionner de la façon suivante et classique en médecine, et en particulier en médecine des maladies génétiques, donc des déficits immunitaires. Un patient a des symptômes cliniques, éventuellement des antécédents familiaux, puisque ce sont des maladies héréditaires, et en fonction des symptômes, le médecin évoque tel ou tel type de maladie, fait faire au laboratoire d'immunologie des tests qui permettent de préciser le diagnostic, et à partir de ces tests, permettent d'envisager un certain type de maladie, mettons je ne sais pas, un syndrome de Wiskott-Aldrich, par exemple. Eh bien, en fonction de l'hypothèse syndrome de Wiskott-Aldrich, le laboratoire de génétique va séquencer le gène associé au syndrome de Wiskott-Aldrich et savoir si le malade a effectivement ou non une mutation. C'est ce qu'on appelle le séquençage de gènes candidats. Il peut y en avoir un seul, Wiskott-Aldrich, si on n'a pas d'autres hypothèses, mais parfois plusieurs. C'est la démarche classique que nous faisons tous les jours, qui peut évidemment être efficace, mais pas toujours. Si les choses sont compliquées, ça peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, c'est des mois, voire des années. Si on est amené à séquencer successivement plusieurs gènes, ça coûte beaucoup d'argent. C'est plusieurs milliers d'euros par gène, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur. Et il y a beaucoup d'échecs, c'est-à-dire de situations où on ne trouve pas parce que soit la maladie n'est pas encore connue, soit on n'a pas la bonne idée, on se trompe. Donc est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors, la situation est en train d'évoluer, même si elle n'est pas encore complètement aboutie. Et la démarche, disons, nouvelle est la suivante. Évidemment, le point de départ est le même. Les patients ont tel ou tel symptôme.
ont tel ou tel type d'antécédents qui orientent vers des tests immunologiques. Ça ne change pas. Mais à partir de là, les choses changent. S'il n'y a pas évidemment, s'il reste une hypothèse très très forte, par exemple un garçon qui a une agammaglobulinémie dont l'oncle a également une agammaglobulinémie, il y a toutes les raisons de penser que cet enfant, si c'est un enfant, ce qui est probable, a une maladie de Bruton, et donc il n'est pas nécessaire d'aller regarder plein de gènes, on va regarder le gène qui est muté dans la maladie de Bruton. C'est l'exemple de XLA, agammaglobulinémie liée à l'X. Mais très souvent, on n'est pas dans cette situation, la situation est plus compliquée, on n'a pas vraiment d'hypothèse, ou elles sont trop compliquées, et on sait qu'il y a plein de maladies différentes qui peuvent donner les mêmes manifestations. C'est vraiment la pratique courante de la médecine des déficits immunitaires. Donc ce qui peut être proposé aujourd'hui, c'est de séquencer, grâce aux techniques que j'ai évoquées très brièvement il y a un instant, l'ensemble des gènes connus pour donner des déficits immunitaires. On peut sélectionner parmi tout le génome les 300, 320 demain gènes qui sont associés à ces maladies et rechercher uniquement dans cela, et on peut le faire assez vite s'il y a des mutations. Donc ceci est en train d'être mis au point. Annecker, Capucine Picard travaillent de façon très intensive sur cette question. Trouver une mutation n'est pas si simple, parce que notre génome a beaucoup de variations, nous sommes différents l'un de l'autre, sans que chaque variation soit une mutation, c'est-à-dire responsable d'une maladie. Donc il y a une étape qui est la validation, c'est-à-dire s'assurer que le changement de code de l'ADN, de séquence de l'ADN, est bien causal. Parfois c'est facile si c'est déjà connu, parfois ça l'est moins quand ce n'est pas encore connu. Mais c'est une étape. Mais on peut encore échouer par cette approche, mais on peut envisager aujourd'hui d'aller plus loin, c'est-à-dire de séquencer tous les gènes, les parties codantes des gènes, ce qu'on appelle l'exome, voire tout le génome. Donc ce sont des approches qui ne sont pas de la routine, qui ne sont pas en place aujourd'hui au diagnostic quotidien des malades, mais qui vont se développer au cours des années qui viennent. Et l'avantage de cette approche, c'est qu'elle sera, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, elle sera plus rapide, finalement moins chère, ce qui peut paraître paradoxal, mais ça coûte moins cher de séquencer 300 gènes de déficit immunitaire que de les séquencer un par un, et in fine plus efficace, même s'il faudra encore attendre un tout petit peu. Donc c'est un changement vraiment, j'allais dire presque de paradigme pour nous, médecins, dans la façon de réaliser ces diagnostics et qui va se mettre en place dans les années qui viennent. Alors à quoi ça sert tout ça? Pardon pour la faute d'orthographe, il manque un T, à quoi sert le diagnostic? J'ai jamais été très bon en orthographe, mais ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est une faute de... Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça sert à pas mal de choses, et que j'ai évoqué avec vous. Nommer. Nommer, cela peut paraître étonnant, mais le simple fait de pouvoir dire à telle famille, tel malade, vous avez telle maladie, tel déficit immunitaire, parce que tel gène, parfois avec un nom complètement exotique, ça peut être ZNM, T3B ou des choses comme ça. Le simple fait de lier cela, c'est une forme, je dirais, c'est une intervention presque d'ordre psychologique, mais non négligeable. C'est une façon de montrer qu'il y a une reconnaissance de la maladie. On peut mettre un nom dessus, elle existe. Évidemment, ça ne donne pas un traitement, mais elle existe, et au moins, on n'est pas perdu dans le flou de symptômes dont on ne comprend pas l'origine. C'est insuffisant, mais c'est une étape importante. Comprendre, parfois malheureusement seulement, mais identifier les mutations d'un gène permet de mieux comprendre le mécanisme de la maladie. Et du coup, c'est le troisième point, dans une certaine mesure, c'est variable d'une maladie à l'autre, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, évaluer le pronostic. On sait même que pour une maladie donnée, en fonction des mutations, la maladie peut être plus ou moins sévère. Parfois, c'est une information très utile d'avoir le type de mutation. C'est par exemple le cas pour le syndrome de Wiskott-Ulrich. Donc ça permet de définir les traitements. Si j'ai le temps, j'en dirai un mot après. Et puis évidemment, ceci est une notion fondamentale, c'est que ça permet, connaissant la transmission, le type de transmission de la mutation identifiée, de proposer un conseil génétique, éviter qu'une famille ait à nouveau un patient atteint si elle le souhaite. Ça peut-être à l'avenir, ça permettra aussi de dépister. Je vais dire un tout petit mot de dépistage, et puis Marie Audrin ou Caroline, je ne sais pas laquelle des deux en parlera tout à l'heure, Caroline Thomas, à propos des déficits immunitaires combinés sévères, mais peut-être qu'à l'avenir, grâce à la génétique, on pourra dépister plus largement les déficits immunitaires. C'est envisageable, simplement ça coûte trop cher aujourd'hui, mais c'est envisageable. Donc le message ici, c'est que le diagnostic génétique, il faut essayer de l'obtenir parce que c'est très important pour toutes ces raisons, même si ce n'est pas toujours simple. Les traitements, un mot sur les traitements, vous savez qu'ils sont de toute nature.
les traitements symptomatiques de base qui sont absolument fondamentaux. L'aspect de la nutrition, par exemple, la douleur et l'inconfort sont évidemment des notions très importantes. Les traitements anti-infectieux, vous le savez très très bien. Et tout ça, à chaque ligne et quelques mots, derrière ces lignes et ces mots, il y a des questions non résolues aujourd'hui et qui sont l'objet de recherche. Les traitements immunosuppresseurs pour les maladies auto-immunes, ce qui est paradoxal encore une fois, pose des questions importantes et sur lesquelles il faut travailler. La substitution en immunoglobuline, on n'est certainement pas au bout des efforts pour en améliorer la réalisation, la sécurité. Les allogreffes, vous allez en entendre parler, la thérapie génique et des thérapies ciblées, c'est-à-dire des thérapies qui sont développées parce que justement on connaît le gène et le mécanisme de la maladie. Il y a tout ça. Évidemment, je n'ai pas le temps d'évoquer tout ça. Un tout petit mot d'allogreffe, mais Stéphane, tu vas évoquer un peu largement les greffes. Il est au fond, mais il n'écoute pas. Hein? Oui. Non, je vois que tu es là, mais c'est vrai ce que je dis. Donc vous savez que depuis 1968, on réalise des allogreffes de moelle osseuse pour les déficits immunitaires. La première greffe a été faite aux États-Unis. Parce que dans le cercle rouge, dans notre moelle osseuse, il y a l'usine à fabriquer les cellules sanguines, dont les cellules du système immunitaire, les lymphocytes, d'une part, lymphocytes T, NK, B, les polynucléaires neutrophiles, les cellules dendritiques et les macrophages. Donc les cellules souches, toute la vie, donnent naissance à ces cellules. Donc si on remplace la moelle osseuse malade par une moelle osseuse normale, on doit pouvoir améliorer la vie et les chances de vie d'un patient qui a une maladie grave provoquée par un déficit immunitaire. Donc ceci existe depuis 1968. Il y a à peu près 80 déficits immunitaires qui sont traités par greffe de moelle osseuse. Vous avez une liste ici. Il y a des milliers de patients, des dizaines de milliers de patients qui ont été traités de par le monde. Il y a un registre européen, là aussi il y a une faute, je vois j'écris européen. Il y a un registre européen qui est basé à Paris où il y a 4800 cas connus. C'est très important d'analyser ces cas parce que de l'expérience rétrospective, même s'il y a toujours des limites à ces analyses, on peut déduire des facteurs de risque et ce qu'il faut améliorer. Donc c'est une façon de faire la recherche et de progresser. Je n'insiste pas, ce sera évoqué tout à l'heure. Juste un exemple, le syndrome de Wiskott-Aldrich, une étude qui provient justement de ces données européennes qui montrent les chances de survie des greffes faites dans la période récente, vous voyez, entre 2006 et 2013. Et ces résultats sont vraiment d'une excellente qualité, puisque quel que soit le donneur, vous savez que meilleure est la compatibilité entre donneur et receveur, meilleures sont les chances de succès. Mais vous voyez qu'au pire, dans ces résultats, les courbes bleues et vertes qui correspondent aux greffes où il n'y a pas une compatibilité parfaite entre donneur et receveur, mais la chance de survie à 8 ans, si on va au bout de la courbe, où dans 8 ans, il n'y a pas encore assez de malades pour le dire de façon statistiquement valable, mais au moins 4 ans ou 6 ans, est supérieure à 80%. Ce qui n'est pas parfait, mais qui est un progrès, je peux vous dire, considérable par rapport aux résultats des greffes antérieures. Un mot de thérapie génique. Selon le même principe, à nouveau, dans la moelle osseuse, nous avons les cellules souches qui donnent naissance à tous les éléments figurés du sang, le globule blanc, donc c'est les cellules qui nous intéressent plus particulièrement dans le contexte des déficits immunitaires. Donc le principe de la thérapie génique est presque le même que celui de la greffe, sauf qu'au lieu de faire une allogreffe, c'est-à-dire de prendre les cellules de la moelle osseuse d'un individu normal et de les placer chez le malade, on va utiliser les propres cellules du malade et on va les modifier génétiquement pour corriger l'anomalie génétique. Okay, c'est le principe de la thérapie génique, mais encore une fois, il est assez proche. Donc, par exemple, voici ici la situation du déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X, donc une forme de déficit immunitaire sévère, où il manque, vous voyez qu'il manque en haut, il y a une partie blanche par rapport à la diapo précédente, il manque les lymphocytes T et aussi les lymphocytes NK. Donc l'idée, le principe est celui-là, c'est assez simple, de placer dans les cellules souches le gène, ici sous forme d'un rectangle bleu, qui est la copie normale, sans la faute, sans la mutation, de telle manière que les cellules filles puissent se développer et donner naissance normalement à des lymphocytes T et accessoirement à des lymphocytes NK. C'est un exemple de maladie qui a été traité. Il y en a maintenant 2 autres. Je vais vous en dire un mot dans un instant. Donc, en pratique, comment cela se fait? Ça consiste à prélever les cellules de la moelle osseuse du patient. Vous avez le patient en haut, là, tel qu'il est dessiné, sous anesthésie, ou éventuellement les cellules qui ont été mobilisées dans le sang provenant de la moelle osseuse, de sélectionner au laboratoire les cellules les plus immatures, donc qui se rapprochent des cellules souches, de les cultiver, parce que si elles ont été cultivées un petit moment, quelques heures ou 24 heures, elles sont plus à même d'être infectées par un virus. Je vais vous montrer ça dans la diapo qui va suivre. De telle manière, on va infecter les cellules avec un virus qui apporte le gène thérapeutique. Et au bout de 2-3 jours, ça dépend des protocoles, les cellules sont réinjectées au malade par transfusion, comme on fait pour une greffe. Donc, par exemple, dans le cas du déficit immunitaire combiné sévère,
Le petit cercle avec les antennes, c'est un virus, un certain type de virus, qui s'appelle un rétrovirus, qui est utilisé, qui a été modifié, donc c'est une forme de médicament, et qui infecte les cellules. Et vous voyez qu'il se passe des tas d'événements. Ce virus contient de l'ARN. Son matériel génétique à lui, ce n'est pas de l'ADN, c'est de l'ARN. Mais cet ARN est transformé en ADN grâce à une enzyme du virus. Et l'ADN est susceptible de rentrer dans un chromosome. C'est le petit alter jaune sur la partie droite de la diapositive. Et ensuite, donc, les chromosomes portent le gène normal, entre guillemets, presque normal, qui permet de donner naissance à l'ARN messager, à la protéine. Et il se trouve que dans le cas de cette maladie, la protéine, elle va à la surface de la cellule, c'est l'espèce de pétale jaune, et qui permet de faire fonctionner les cellules. Donc ceci a été fait pour le déficit immunitaire combiné sévère, en anglais SCID-X1, aussi pour une autre forme de déficit immunitaire combiné sévère, qui est le déficit en adénosine désaminase. Ça a été fait plus particulièrement en Italie, puis en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et aujourd'hui, depuis les premiers essais cliniques qui datent de 1999, il y a dans le monde, dans 5 centres en fait, entre l'Europe et les États-Unis, donc dont Paris, un peu plus de 130 patients qui ont bénéficié d'une thérapie génique pour une des 3 maladies indiquées ici, donc déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X, déficit en adénosine désaminase et syndrome de Wiskott-Henrich. Tout n'est pas rose, comme vous le savez certainement, c'est-à-dire que malheureusement, dans les essais concernant le déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X et aussi le syndrome de Wiskott-Henrich, des patients, en raison du type de virus qui ont été utilisés au début, ont développé des leucémies qui, malheureusement, dans le cadre du déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X, ont provoqué le décès d'un malade. Donc ça s'est passé surtout dans le courant des années 2000, et on induit de modifier les virus. Et aujourd'hui, nous utilisons des virus qui sont plus sûrs. On espère, même si on ne peut pas être encore complètement certain, on comporte moins de risques de développer cette complication. Mais même malgré ces complications, donc la grande majorité des patients qui ont été traités pour ces 3 maladies ont bénéficié et vivent aujourd'hui dans de bonnes conditions grâce à la thérapie génique. Donc, ce qui est encourageant, parce que ça permet d'envisager de traiter d'autres maladies. Donc, ce sont des projets qui sont en train de se développer à l'échelle internationale, souvent en collaboration entre plusieurs pays, pour d'autres formes de déficit immunitaire combiné sévère. Pour la CGD, c'est la granulomatose-septique chronique, et Stéphane Blanche va vous en parler tout à l'heure, et d'autres déficits immunitaires avec ces noms bizarres, LAD, HLH, etc., etc. Le point rassurant, même si on ne peut pas être encore complètement sûr, c'est que si on regarde en arrière sur les malades qui ont été traités depuis une dizaine d'années pour différentes maladies, dont le déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X, le syndrome de Wiskott-Henrich et quelques autres maladies, ce sont ici des données qui proviennent de plusieurs centres dans le monde, avec la deuxième génération de vecteurs, ceux qui sont censés ne pas être capables de donner de leucémie, vous pouvez voir que la courbe est absolument plate à 100%, donc 10 ans de recul et une médiane de 5 ans, c'est-à-dire qu'aucun de ces malades ne développait de leucémie. Donc ça ne nous donne pas une garantie absolue de sécurité, parce que ce n'est quand même que 44 malades, 10 ans de recul maximal, 5 ans en médiane, mais c'est très encourageant par rapport à la première façon de procéder. Et je vais passer ça. Donc, juste pour finir avec la thérapie génique, tout ce que je viens de vous raconter, aussi positif que ce soit, bien qu'il y ait des difficultés et beaucoup de temps se passe et les choses vont toujours trop lentement, la façon de procéder est schématisée ici. Vous avez en haut la cellule souche, mettons de la moelle osseuse, et le rectangle bleu, c'est un gène. En simplifiant, vous savez que normalement, pour presque toutes les maladies, il y a 2 gènes et mutés. Et là, il n'y en a qu'un pour simplifier. Le point rouge, c'est la mutation. Donc, c'est le gène qui ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un virus qui est à gauche et qui contient en bleu la séquence normale du gène. On la place dans la cellule, ça s'insère quelque part et ça fonctionne à peu près pour certaines maladies. C'est comme c'est écrit, c'est exactement ça, un bricolage, mais un bricolage qui est utile. Donc évidemment, ça vaut la peine de le développer. Simplement, il ne reproduit pas le fonctionnement normal des gènes des cellules, et ça ne peut pas s'appliquer à toute une série de maladies, à toute une série de déficits immunitaires. Donc il est possible qu'à l'avenir, même si c'est loin d'être certain que cela fonctionnera, mais c'est une voie de recherche, je vous parle de recherche, c'est de faire ce qui est à droite, c'est d'au lieu d'apporter une copie qui se place au hasard, à peu près au hasard dans le génome, on apporte 2 choses. On apporte toujours un petit morceau de la séquence, ou éventuellement toute la séquence du gène muté, c'est en haut à droite, mais aussi ce qui est indiqué en dessous, en anglais, engineered nucléase, c'est une enzyme. Vous avez entendu parler probablement, parce que c'est assez médiatique aujourd'hui, d'un système qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui sont des enzymes qui ont la propriété de couper l'ADN exactement où on veut.
je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça permet vraiment les ciseaux de l'ADN exactement où on veut. Donc on peut imaginer de couper l'ADN là où il y a la mutation, c'est ce qui se passe en dessous avec les petits pointillés blancs, et faire en sorte que la séquence qui a été apportée remplace la séquence mutée, et que, in fine, c'est le résultat en bas, on a une cellule reconstituée normale. Ça peut paraître de la science-fiction, mais c'est des choses que l'on sait faire au laboratoire. Est-ce qu'on saura le faire avec les cellules souches de la moelle osseuse des malades ou des lymphocytes T dans certains cas? C'est possible, c'est une voie de recherche, on verra dans les années à venir. Évidemment, si on est capable de faire ça, ce serait un progrès très sensible dans le traitement des formes graves de déficit immunitaire et aussi d'autres maladies. Les problèmes à résoudre, c'est les deux qui sont marqués là. C'est le nombre de cellules corrigées qui est encore insuffisant. Et en anglais, les off-target, c'est-à-dire le fait que les ciseaux, malgré leur précision, de temps en temps, ils aillent couper ailleurs dans le génome et qu'en coupant ailleurs, ils fassent des bêtises. Il faut être sûr, ou en tous les cas, que le risque de cette erreur, de ces off-targets, soit suffisamment faible. Voilà. Est-ce que j'ai encore du temps ou est-ce que je m'arrête? Je peux m'arrêter. Hein. Oui, c'est peut-être... mais moi, j'aurais peut-être une question, en fait. Non, non, mais absolument. Je vais m'arrêter là. Juste d'un mot pour dire que... Si je vais aller à la toute dernière diapo, quand même. Voilà. Je vais afficher tout ça. Non, pardon. C'est là. Là. Juste de dire, donc, ce dont je n'ai pas eu le temps de parler, ce sont les thérapies ciblées. Il y a toutes sortes de médicaments qui sont en développement pour un certain nombre de déficits immunitaires qui sont donc fondés sur la connaissance du mécanisme de la maladie. Et évidemment, c'est une notion importante. Et par ailleurs, indépendamment de cela, mais vous en entendrez parler plus tard dans la journée, le développement du dépistage des déficits immunitaires est une voie de recherche très importante. En dehors des questions, je dirais, plus de nature humaine et sociale autour des déficits, mais là aussi, vous allez en entendre parler. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup. Hein. Donc, professeur Fischer, on vous pardonne vos erreurs de frappe, pas de souci, surtout comme on voit comment la... Ça montre bien, de la même façon que je fais des erreurs de frappe, malheureusement, la nature, quand les cellules se divisent, fait les mêmes erreurs. Mais c'est exactement ça, c'est exactement pareil. Et c'est la cause des mutations. Cela dit, c'est aussi la cause bénéfique de l'évolution, depuis les bactéries jusqu'à nous. Pour nous, de toute façon, ce qui compte, c'est la recherche, et on voit qu'elle avance effectivement grâce à vous. Donc justement à ce sujet, vous avez évoqué donc des thérapies géniques hein, qui sont en développement. Nous, les patients de DIP, nous sommes très demandeurs. Donc une question peut-être un peu provocatrice. Est-ce que vous pensez qu'un jour il pourrait y avoir donc une thérapie génique pour toutes les maladies, toutes les formes de DIP? Voilà. Merci beaucoup. La réponse honnête, c'est non. Ouais. Et je pense que, même si on ne peut pas aller très très loin dans l'avenir, mais je pense qu'il faut intégrer la thérapie génique. Aujourd'hui, ça devient le cas, puisque un premier médicament même a été mis sur le marché pour traiter un déficit immunitaire, déficit en adénosine des aminases. Donc il faut plutôt raisonner en considérant que la thérapie génique est une alternative croissante pour certaines maladies, mais enrichit l'arsenal des thérapeutiques. Mais il y aura donc certainement toujours la greffe de moelle osseuse pour certaines situations, la thérapie génique pour d'autres, les immunoglobulines, même si évidemment c'est pénible de devoir être traité très longtemps sans traitement curatif, resteront, je pense, un traitement encore pour un très grand nombre d'années de beaucoup de déficits immunitaires. Et puis les fameuses thérapeutiques ciblées dont je n'ai pas eu le temps de parler, un médicament donné qui a un effet bénéfique pour une maladie. Et je pense que ça sera un mélange de tout ça. Et plus il y a de possibilités, plus on enrichit notre arsenal thérapeutique, évidemment, mieux c'est. Mais je ne pense pas qu'une thérapeutique unique, spécifiquement la thérapie génique, résoudra toutes les questions. Bon, on continuera donc avec nos substitutions oui, IG pour quelques années. Alors, il n'y a pas de souci. Souvent, des patients me disent, mais quand on arrêtera d'être substitué? Ouais. J'espère qu'un jour on y arrivera, mais ça va prendre un peu de temps. D'accord. Merci beaucoup, donc, à nouveau, professeur Fischer. Hein.